Super, comme ça je parlerai plus calmement aussi. Donc je vais pas refaire ma présentation puisque je fais partie de l'association des étoiles dans la mer. Je m'appelle Rana, je suis bénévole du coup depuis le début de la création de l'association. J'ai rencontré Laetitia parce qu'on travaillait au même endroit, au bloc opératoire. Je suis IBOD moi aussi. Et du coup, c'est une histoire, on va dire, commune quelque part, parce que quand on traverse un deuil, on le traverse d'autant plus facilement quand on est plusieurs et que le fardeau est moins lourd à porter quand on est bien entouré. Voilà pour introduire ma présence ici aujourd'hui. Donc l'association existe depuis mars 2019. Beaucoup de bénévoles, essentiellement des bénévoles, même si on a quand même des aides extérieures comme des médecins qui peuvent répondre aux questions souvent des familles ou des patients qui nous contactent. On a aussi une psychothérapeute spécialisée dans le glioblastome qui nous sert aussi pas mal de relais pour répondre aux questions des personnes. On a aussi un réseau qui s'étoffe avec une assistante sociale. On a aussi une ergothérapeute. On a pas mal de personnes en fait dans la sphère médicale et sociale qui nous aident au quotidien à pouvoir répondre aux demandes des familles et des aidants. Enfin, des patients, des aidants, parce que les aidants sont pas toujours que famille. Il y a des aidants aussi qui sont des proches, juste des amis. Voilà, donc moi je m'occupe plus particulièrement de la commission soutien aux familles et aux patients. Donc pour la petite histoire, cette commission, on va dire, ça faisait un moment qu'on se demandait comment on allait pouvoir structurer l'association. Et donc l'association, il y a plusieurs commissions. Il y a une commission scientifique auquel d'ailleurs participent le docteur Rigaud et le docteur Baucher, donc qui travaillent un peu plus pour relayer toute l'information médicale et tout ce qui peut se faire autour de la recherche, puisque c'est un des objectifs majeurs de l'association. Donc c'est soutenir la recherche, et pour soutenir la recherche, il faut collecter des fonds. Ça c'est l'autre objectif. Donc la collecte de fonds est reversée après à différentes structures, qu'elles soient publiques ou privées, puisque l'argent est le nerf de la guerre et que pour faire avancer la recherche, même si c'est une petite pierre à l'édifice, mais que chacun à son niveau peut faire quelque chose. Donc c'est le deuxième objectif. Et le dernier, qui n'est pas des moindres et qui me tient à cœur plus particulièrement, c'est toute la partie soutien aux patients et aux familles, parce que dans l'immensité des questions que peut se poser une personne au moment de l'annonce du diagnostic, au-delà de l'intérêt que je peux y porter en tant que soignant, c'est-à-dire le côté humain de quand on a un patient, comment on le prend en charge, notre rôle propre infirmier, l'importance de l'écoute, l'importance de l'accueil, l'importance de relais d'information, c'est-à-dire qu'on nous demande souvent est-ce que j'ai bien compris? J'ai entendu ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est d'être là, comme disait Neza tout à l'heure, c'est accueillir la parole que l'on nous confie, parce que c'est quand même important de prendre le temps d'écouter les personnes quand elles nous interpellent. Donc au sein de l'association, ces personnes peuvent nous solliciter par l'intermédiaire du mail de la commission. Mais on a donc aussi un site internet qui a vu le jour l'an dernier. Donc du coup, on est contacté soit parce qu'il y a une détresse psychologique et on le comprend, c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, on se retrouve démunis. Alors il y a des personnes qui vont sur internet, qui voient juste le chiffre qui tombe comme une épée de Damoclès de 18 mois, et puis là ils se disent c'est pas possible.
de se projeter, de se dire, eh ben, j'ai quelqu'un de ma famille, quelqu'un de proche, et dans 18 mois, je vais le perdre. C'est pas possible. C'est trop horrible. Comment ça se fait? Bonne hygiène de vie, par exemple. On a des histoires de vie vraiment qui font, en fait, qui font, comment dire, honneur aux personnes, parce qu'elles ont un courage, les personnes atteintes de la maladie, leurs familles, ils ont un courage qui est immense. C'est-à-dire se dire, j'ai une bonne hygiène de vie, je fais du sport, j'ai un travail qui me plaît, j'ai une famille, et ça me tombe dessus. Mais pourquoi ça me tombe dessus? Et donc nous, on se dit, on est là pour écouter, mais on n'a pas de baguette magique. Et on essaye de dire aussi que les médecins qui sont là pour prendre en charge, toute l'équipe soignante qui est là pour prendre en charge, il n'y a rien de prédictif. C'est-à-dire que les 18 mois, il faut arriver à oublier ça et se dire, c'est le quotidien qui est important, au jour le jour. Tout ce qu'un membre de la famille de la personne atteinte du glioblastome peut apporter à son proche, c'est énorme. Parce que même si on est bienveillant en tant que soignant, le meilleur soignant du monde, le plus humain du monde, ne remplacera jamais un proche. Jamais. Donc je vais pas prêcher pour ma paroisse, je prêche pour la paroisse des familles. Parce que tout ce que vous faites, personne ne peut le faire aussi bien que vous. Et que souvent, vous connaissez bien la personne depuis le début, depuis sa naissance, souvent. Ou depuis, si vous êtes le mari, si vous êtes la sœur, vous la connaissez depuis toujours. Donc vous ne remplacez jamais le soignant, même s'il est bienveillant. Donc je voulais ici aussi vous remercier, parce que grâce à vous, toutes les questions que vous nous posez, ça nous aide aussi à juste pouvoir trouver le moyen de répondre à la question le jour même. Mais après, se dire, si c'est une problématique qui concerne plusieurs personnes, on organise des visioconférences. Donc, dans la commission, je ne suis pas toute seule, la commission famille. Il y a Estelle, donc, qui est infirmière en pédopsychiatrie, qui, elle, est dans l'Est de la France, puisque je vous ai dit, on est tous des bénévoles et on est éparpillés un petit peu partout en France, et que du coup, ces visioconférences ont lieu soit une fois par mois, soit une fois tous les 2 mois, selon les besoins. Et à partir de là, on organise, avec la présence de quelqu'un qui est spécialisé de la question, une rencontre pour partager des expériences, pour donner des petites astuces les uns les autres. Et souvent, c'est des moments précieux. Voilà, donc on est juste là pour faire passer le fil entre chaque personne. Voilà la modeste tâche qu'on a dans cette commission. Et pour terminer, si tout ce que vous allez entendre aujourd'hui vous donne envie de soutenir l'association ou d'adhérer à l'association, n'hésitez pas. On vous accueille aussi. On accueille tout le monde. Voilà. Merci à vous tous. Et si vous avez des questions, je suis là. Vous avez des questions? En tout cas, moi, je salue vraiment du fond du cœur tout ce travail-là qui fait vraiment sur du temps personnel. Donc, on sait qu'on a des activités professionnelles et personnelles très fortes, et c'est très très important pour les familles d'avoir une personne à qui contacter, à qui parler, avec qui échanger aussi sur des vécus, de partager son expérience lors de ces visios. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir informer les familles que ça existe et que ces personnes, dont Anna, sont très précieuses. Des questions? Non? Je vais juste faire un tout petit commentaire, parce que c'est vrai que la médecine est là pour soigner, et malheureusement on n'est pas très bon pour l'accompagnement. Et je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait effectivement des associations qui connaissent bien le domaine,
qui puisse encadrer et aider justement les familles qui ont des patients qui ont des glioblastome ou d'autres tumeurs cérébrales. Donc félicitations et bravo. Alors, si je peux me permettre, j'avais quelque chose à rajouter. Dans le maillon de l'association, en fait, je vous ai dit, il y avait plusieurs personnes qui nous aident, mais je voudrais insister sur le fait d'être le lien avec. C'est-à-dire qu'un patient, quand on le prend en charge en tant qu'infirmier, on est à même, comme disait Neza, de l'informer, c'est-à-dire juste lui dire, si à un moment ou à un autre vous ressentez le besoin de contacter, il y a des associations qui existent. Moi, de mon côté, par exemple, il y a un espace de rencontre et d'information qui se trouve à Saint-Éloi, au CHU de Montpellier. Donc, ils connaissent notre existence, ils savent ce que l'on fait, et du coup, on fait le lien. C'est-à-dire que si on n'a pas l'information, mais on est capable d'aller la chercher et au moins de ne pas laisser les personnes sans réponse. Parce que la grande difficulté des familles, c'est de se dire, mais à qui je vais bien pouvoir m'adresser? Et que nous, même si on ne sait pas, c'est pas grave, on leur dit on ne sait pas. Mais on sait au moins leur dire, allez vers, parce que tout le monde n'a pas la chance de travailler dans le secteur hospitalier et connaître l'organisation. Donc, voilà. Donc du coup, on vous renvoie les personnes quand elles viennent, on leur dit mais si, ils peuvent, voilà, il y a le secrétariat a des mannes d'informations, l'équipe médicale va pouvoir vous renseigner pour telle ou telle problématique. Chaque personne a son importance et Dieu sait que si on sert tous la médecine mais au centre, bon, on a le patient. Je rebondis sur ce qui a été dit. Effectivement, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas à qui s'adresser. Un jour, je suis tombé par hasard, je ne sais pas comment, sur votre site. Déjà, j'ai trouvé qu'à titre personnel, il était très bien fait, parce que ça expliquait relativement simplement la maladie, sans trop de techniques médicales, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, les contacts, effectivement, c'est bien de savoir qu'on peut toujours appeler quelqu'un. J'ai appelé Rana, on a échangé quelques fois, des fois très court, mais à chaque fois, ça rebooste. Ça aide à comprendre, notamment dans les derniers moments, effectivement, ce qu'on peut faire, le peu qui nous reste à faire, quoi. Et ce qui était important, je savais toujours que j'avais ce lien-là, que je pouvais contacter. Oh, merci à vous. Moi, en fait, je me demandais juste, vous avez dit que il y avait un maillage un peu sur la France. Et en fait, comment ça fonctionne au CHU? Vous avez une permanence? Parce que je me dis, les gens qui ne sont pas du CHU de Montpellier, moi, je suis un adhérent par exemple, peuvent vous contacter à des horaires. Comment ça fonctionne concrètement? Pour la commission soutien, donc c'est pour ça que vous avez le mail qui est là et qui est en lien sur le site internet aussi de l'association. C'est-à-dire une fois que vous avez envoyé un mail, on est deux à répondre au mail, donc Estelle, et moi. Et donc à partir de là, soit on donne rendez-vous téléphonique, parce que on peut donner une première réponse par mail pour donner nos coordonnées. Et après la personne nous appelle et on fixe rendez-vous. Voilà. Donc tout le monde, tous les patients ou les familles qui nous contactent n'habitent pas forcément la région dans laquelle on est, même si l'association est basée sur Montpellier, mais il y a des adhérents partout. Il y a 300 adhérents, mais il y a près de 30 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux, donc on en soutient beaucoup plus que les adhérents, en fait, en réalité. Et c'est vrai qu'on nous trouve assez facilement sur tous les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, on a quand même près de 3000 personnes, dont 95% sont des professionnels de santé. Et donc eux aussi, ils parlent aux familles en fait qu'ils peuvent nous contacter. Et ça, c'est assez nouveau, ça fait un peu moins d'un an. Et du coup, ils sont orientés par le bouche à oreille aussi, par les familles entre elles. Enfin, ça se fait beaucoup comme ça. D'autres questions ?
Merci beaucoup, Rana.